Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième vidéo sur ma chaîne. Il va s'agir de mon tout premier book haul. C'est un book haul qui recouvre à peu près mes achats d'occasion et ainsi que mes cadeaux d'anniversaire donc que j'ai reçus au mois de juin. Et vous verrez également que j'y inclus trois petits achats que j'ai fait au mois de mai lors d'un voyage, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors, c'est un book haul qui se compose essentiellement de fantasy, et également de mythologie et folklore écossais. Alors je sais que je vous avais dit dans la première vidéo de l'autre jour que en été je lis très peu de fantasy, et c'est vrai, mais ça m'empêche pas d'en acheter malheureusement. Mon banquier serait content sinon, mais non, c'est pas le cas, ça m'empêche pas d'en acheter. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en lis beaucoup au printemps, notamment au mois de mai avec le mois de la fantasy. Et donc arrivé le mois de juin-juillet, j'en ai plus. Donc il faut que je fasse le plein pour ma pile à lire. Donc j'en ai acheté pas mal, mais vous verrez que c'est beaucoup de l'occasion, donc au pire, c'est pas très grave. Allez, on commence tout de suite. Alors, premier livre de fantasy que j'ai acheté donc en occasion dans mon charity shop. Il s'agit de The Wise Man's Fear de Patrick Rothfuss, et il s'agit donc du deuxième tome de The Name of the Wind, du nom du vent. Oui, parce que c'est traduit en même nombre de tomes, il me semble, hein. À vérifier, mais il me semble que c'est traduit tome à tome. Donc on est ici sur le deuxième tome du Nom du Vent que j'avais lu l'année dernière à peu près à cette période. Ça avait été le seul roman de fantasy que j'avais lu l'été dernier. Et quel roman pourtant, ils font chacun environ 1000 pages. Ouais, c'est ça, celui-là fait 992 pages. Donc il y a du boulot. Clairement, il sera pas lu maintenant. C'est plutôt quelque chose que je garde pour l'automne avec le Pumpkin Autumn Challenge, parce que c'est aussi un moment de l'année où je lis beaucoup de fantasy. Et sinon cet hiver. J'avais beaucoup aimé le premier tome l'année dernière. Si vous ne connaissez pas, c'est une saga de fantasy, mais qui est pas vraiment chevalier, dragon, etc. On est plutôt sur un schéma qui m'avait fait penser, moi, à l'Assassin Royal, en tout cas au début, c'est-à-dire qu'on suit l'histoire, et même jusqu'à l'enfance, d'un homme qui est formé pour avoir des fonctions un peu particulières, ici, d'assassin. Et ce qui m'avait aussi beaucoup plu dans le premier tome, et j'espère que ce sera le cas dans le deuxième tome, c'est que la musique a une place assez importante. Vous verrez pourquoi si vous vous intéressez à cette saga. Et la plume de Patrick Rothfuss est pas forcément évidente. C'est pas, si vous n'êtes pas à l'aise avec la fantasy, il faut éviter de commencer par là. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, il ne faut surtout pas commencer avec ça. Ça serait peut-être vous dégoûter. Donc le lire en français si vous êtes déjà à l'aise avec la fantasy, et sinon commencez avec autre chose d'un peu plus simple. Mais sinon, si vous êtes adepte de la fantasy et que en plus vous lisez en anglais, je vous le conseille vraiment, la plume de Patrick Rothfuss en version originale est superbe. Et sinon, c'est une saga qui est traduite, je vous remettrai les infos en barre d'infos. Deuxième achat dans mon charity shop, encore là, un livre de fantasy que je ne lirai clairement pas tout de suite. Il s'agit du premier tome de The Way of Kings de Brandon Sanderson, qui est donc le premier tome de La Voix des Rois. J'aime beaucoup ce que fait Brandon Sanderson. Pour l'instant, j'ai lu Warbreaker et le premier tome de Mistborn, donc Fils des Brumes. Celui-là, il me semble... Oui, c'est ça, c'est aussi ça fait partie de la saga des archives de Rorschach, c'est ça? On dit Rorschach est un monde de pierre et de tempêtes. Ces tempêtes terrifiantes et fréquentes et courantes ont modelé l'écologie ainsi que la civilisation. Les villes ne sont construites seulement là où le terrain ou le pays offre un abri. Et donc il va être question d'une guerre. On va y suivre un soldat, un Bright Lord, un seigneur de lumière j'imagine, et une jeune universitaire féminine. Enfin une jeune, j'imagine une jeune érudite, voilà, plutôt comme ça. Je n'en sais pas plus, tout simplement je sais que en ce moment on entend beaucoup parler de Brandon Sanderson en général, et de cette saga en particulier. Quand je suis allée au charity shop, il y avait également une intégrale de Mistborn, mais comme j'ai déjà le premier tome dans ma bibliothèque,
je vais continuer à les acheter en tomes séparés, et donc en parallèle, je me lirai The Way of Kings, mais encore une fois, probablement pas avant l'automne. On continue sur de Brandon Sanderson. Ici, toujours d'occasion, ici on a Skyward, qui est donc le premier tome de sa duologie Young Adult de science-fiction. Je lis très très peu de science-fiction, c'est pas franchement un genre que j'affectionne particulièrement. Mais là je me dis c'est du Brandon Sanderson, j'adore sa plume, et en plus c'est plutôt du Young Adult, donc ça sera sûrement plus accessible que de la science-fiction adulte pure et dure. Donc ici, une race alien appelée les Krell mène attaque après attaque depuis le ciel afin de détruire l'humanité. La seule défense de l'humanité, c'est de prendre leur vaisseau et de combattre leurs ennemis dans le ciel. Et donc les héros dans cette guerre, forcément, ce sont les pilotes. Et donc la race humaine est réduite à très peu d'individus. Et Spencer a toujours rêvé de devenir un pilote. Donc je pense qu'on va suivre Spencer, qui doit être une adolescente, vu que c'est du young adult, et donc sa quête pour devenir pilote, et son rôle dans cette guerre contre les aliens. Voilà, il n'est pas très très long. 500 pages, ça va, mais c'est 500 pages, mais écrit assez espacé, assez aéré, ça va. Donc j'ai hâte, probablement encore une fois, pas cet été, sauf si j'ai fini ma pile à lire dont je vous ai parlé l'autre jour en vidéo, et que j'ai envie de changer un petit peu. Pourquoi pas de la science-fiction, vraiment, je vous dis, j'en lis vraiment très peu, à part les plus récents que j'ai lus, c'est ceux de Jay Christophe, Aura Burning et Aura Rising, que j'aime beaucoup, qui sont aussi du Young Adult, mais qui font un peu plus space opéra que science-fiction à mon avis. Mais je suis vraiment pas une spécialiste du genre. Donc pourquoi pas avec celui-là, ça me réconciliera peut-être avec le genre. Allez, il en reste deux dans le domaine de la fantasy. Le premier, c'est Royal Assassin de Robin Hobb, que j'ai donc également acheté en occasion, qui n'est pas en très bon état, mais c'est pas grave, je vais vous l'expliquer tout de suite. Pourquoi je trouve que c'est pas grave. Robin Hobb, en ce moment, on entend énormément parler, sur Booktube notamment. Tout le monde encense la saga de l'Assassin Royal. Moi, j'avais lu le premier tome en anglais, qui correspond en français au premier intégral, il me semble. Je l'avais lu il y a 3 ans. Et j'avais bien aimé, j'avais trouvé la plume assez sympa, les personnages ça allait, mais j'avais trouvé ça très lent à démarrer, et je trouvais que ça faisait un peu trop high fantasy à mon goût, c'est-à-dire vraiment le côté un peu chevalier, avec aussi le côté un peu crasseux de certaines histoires de chevalerie en fantasy. Et la fin m'avait plu, mais sans plus, et donc j'avais pas continué. Mais comme la fin m'avait plu, je l'avais gardée en tête, et donc là, quand je suis tombée sur le deuxième tome, pour 2 livres, ou 2 livres 50, oui c'est ça, 2 livres, je me suis dit tu perds rien, même si l'édition est en pas très bon état. Et bah tu perds rien, t'avais apprécié la plume, t'avais à peu près apprécié la fin, donc pourquoi pas, si ça reste sur la lancée de la fin du tome 1, ça ira. Donc j'espère vraiment que ça bâmera un petit peu plus que le début et le milieu du tome 1 en tout cas. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si je devrais le lire un peu plus en priorité que cet automne ou cet hiver. Si vraiment vous trouvez que c'est important de lire le tome 2, qu'il est un peu plus palpitant que le tome 1, dites-le moi, ça me motivera peut-être à le sortir de ma pile à lire. Et enfin, dernier achat de fantasy, il s'agit de Equal Rights de Terry Pratchett, là encore en occasion, une vieille édition. Ouais, 87. Vous voyez, c'est des petits poches comme ça. Alors, il me semble... Alors, je me trompe toujours avec les Annales du Disque Monde. Si je me trompe pas, celui-là, c'est le 3e tome des Annales du Disque Monde. Oui, c'est ça. A Third Hilarious Adventure. Après, donc, The Color of Magic and the Light Fantastic. Donc, moi, dans les Annales du Disque Monde, j'ai lu le premier tome, donc la 8e couleur, qu'une amie m'avait prêté, que j'avais plutôt bien aimé. Et je sais qu'on peut le lire plus ou moins dans l'ordre, que c'est pas trop dérangeant de sauter des tomes. Et donc j'avais lu un tome, mais qui se situe un peu à part de la chronologie principale, qui parle des sorcières, mais pas ces sorcières-là.
les sorcières, les jeunes sorcières, les apprenties sorcières. Il me semble qu'elle s'appelle la petite fille... il me semble qu'elle s'appelle Tiffany. Ce sont des livres vraiment jeunesse, qui sont donc un peu à part de la saga principale, et que j'avais beaucoup aimé. Et comme là on est sur le thème qui concerne les sorcières, apparemment au vu de la couverture et surtout du titre, avec ce jeu de mots qui me fait beaucoup rire, et c'est ça que j'aime chez Terry Pratchett, c'est vraiment son humour et ses jeux de mots. J'ai vraiment hâte, mais je m'étais dit pourquoi pas essayer de les lire dans l'ordre. Donc si je trouve le tome 2, bah, je le lirai avant, The Light Fantastic, et j'enchaînerai sur celui-là, sur Equal Rights. Et ça, typiquement pour l'automne et le Pumpkin Autumn Challenge, c'est parfait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, s'il y a un livre qui rentre pile poil dans le Pumpkin, c'est celui-là. On en a fini avec mes achats d'occasion en fantasy. On va passer à mes quelques cadeaux d'anniversaire dont je vous avais pas parlé dans ma pile à lire l'autre jour. Le premier, c'est... Alors, vous n'allez pas voir le titre, vous allez le voir là sur la tranche. Evil Thing de Serena Valentino, qui est donc le 7e et plus récent, je dis plus récent, vous allez savoir pourquoi, plus récent tome de la saga des Villains, donc de Disney, et qui traite, comme vous le voyez, de Cruella. Comme dans chaque tome des Villains, on a la Dust Jacket qui présente une face du méchant, et ensuite le hardback qui en montre une autre. J'aime beaucoup ces éditions juste pour ça. Alors, tout à l'heure je vous disais c'est le plus récent de la saga. Pourquoi j'ai dit le plus récent et pas simplement le dernier? C'est parce qu'en fait, moi j'ai lu les 6 premiers tomes, et quand je suis arrivée à la fin, et même c'est ce que j'avais entendu en cherchant un peu sur internet, c'est que la saga était finie en 6 tomes. Elle se terminait avec le tome qui s'intitule The Odd Sisters. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la saga des Villains de Serena Valentino, contrairement à la saga des Twisted Tales qui est traduite en français chez Hachette, et qui, eux, peuvent se lire complètement indépendamment les uns des autres, cette saga-là, il faut la lire dans l'ordre, parce que même si dans chaque tome, on s'attache à un vilain en particulier, le premier c'est la reine Grimhild, ensuite on a la bête, ensuite on a Ursula, etc. etc. Celui-là, c'est pas simplement un fil conducteur qu'on a, c'est vraiment un arc narratif complet qu'on a, et une histoire en plus de l'histoire individuelle de chaque méchant qui se déroule et qui donc se conclut avec le 6e tome. Donc moi j'étais persuadée que la saga se terminait, mais comme vous le savez sûrement, le film Cruella vient de sortir, donc peut-être qu'ils se sont dit tiens, on va surfer sur la vague, comme par hasard, de la sortie du film, et on va rajouter un tome à la saga des Villains. Je ne sais pas si on va être dans le même arc narratif que la première saga, entre guillemets, ou si on va repartir dans quelque chose de complètement différent. À mon avis, on va plutôt partir sur quelque chose d'indépendant, en tout cas en grande partie indépendant, parce que, comme je vous le disais, l'histoire se termine réellement à la fin du 6e tome, et on a même certains personnages dont on sait qu'ils ne peuvent pas revenir, leur arc narratif est bel et bien terminé. Donc pourquoi pas, et ça typiquement ça sera vraiment une série que je lirai cet hiver, parce que les premiers tomes je les avais lus à l'hiver 2009-2020, donc c'est un peu une série, pas de Noël en tant que telle, mais en tout cas un peu doudou, un peu quand il fait froid, voilà, ça fait du bien de lire des réécritures de Disney, c'est cool, quand on est sous le plaid, on est bien avec un petit thé et tout. C'est écrit très gros, très aéré, ce sont des petits livres, vous voyez ce format qui est presque carré. Ce sont des livres qui font en général moins de 350 pages. Si je me souviens bien, les 2 premiers tomes, je les avais lus en 1 jour chacun. Et ceux d'après, ouais, à peu près 2 jours chacun. Ça se lit vraiment très vite. Pour ce qui est du niveau d'anglais, par contre, c'est facile, c'est accessible. Maintenant, ça sera pas pour des débutants. On est vraiment sur du middle grade. Middle grade, ça correspond à ce que un niveau de collégien, donc c'est vraiment pas de l'anglais débutant, c'est pas du jeunesse, alors c'est loin d'être du young adult, hein, je dis pas ça du tout, mais au niveau de la langue, c'est quand même assez... c'est une plume très travaillée pour de la jeunesse, et donc je le conseille pas pour des grands débutants. Mais si vous lisez déjà un peu d'anglais, ça passera tout seul, surtout si vous connaissez un peu les méchants, vous aurez déjà quelques repères. Mais voilà, une série très sympa, et j'ai hâte de voir donc ce qu'ils en ont fait, s'ils sont repartis sur quelque chose de complètement nouveau ou pas.
Et enfin, mes deux derniers cadeaux d'anniversaire avant de passer aux livres que j'ai achetés en voyage sont des cadeaux que je suis très contente d'avoir reçus. C'est ma maman qui me les a envoyés. C'est des cadeaux qui me tenaient très à cœur, qui m'ont fait très plaisir. Il s'agit du tome 2 et 3 de La Quête des Willan, mais en BD. La Quête des Willan, si vous ne connaissez pas, c'est une saga écrite par Pierre Bottero. Donc on a d'abord la trilogie La Quête des Willan, qui est suivie par la trilogie des Mondes des Willan. Donc ça, c'est les deux trilogies principales. Et ensuite, on peut y accoler la trilogie d'Elana, qui donc porte sur un des personnages secondaires de la première saga. Et enfin, on peut aussi y raccrocher la trilogie de l'autre. Moi, La Quête des Willan et les Mondes des Willan, c'est vraiment mes romans préférés de tous les temps. Vous voyez sûrement sur mes étagères que j'ai pas mal de... j'ai les Harry Potter déjà, on les voit pas mais ils y sont. J'ai pas mal de figurines ou d'accessoires Harry Potter. Oui, je suis une grande fan d'Harry Potter, mais désolée pour les puristes. La saga qui pour moi détrône Harry Potter, c'est La Quête et les Mondes des Willan. Pierre Bottero est et restera, et depuis longtemps, mon auteur préféré. Je l'ai rencontré, c'était un grand moment dans ma vie de lectrice. J'ai commencé à les lire quand j'avais 10-11 ans, donc au moment de la sortie du deuxième tome de La Quête des Willan, je pense. J'estime avoir eu beaucoup de chance de rencontrer Pierre Bottero dans la mesure où, vous le savez peut-être, il est décédé malheureusement. Mais c'est une saga qui m'a suivie donc de mes 10-11 ans jusqu'à Les âmes croisées, son dernier livre, il me semble, est sorti quand j'avais 16 ans. Donc c'est une saga à laquelle je tiens beaucoup. Je me la suis refaite dans son intégralité au mois d'avril. J'ai lu La Quête des Willan et Les Mondes des Willan, les 6 tomes en 6 jours. Voilà, ça m'a pris comme ça. Et donc là, je vais continuer. J'avais lu le tome 1 en BD cet hiver. Cela, pareil, je pense que je les lirai soit cet automne, soit cet hiver. C'est un peu ma saga doudou, la saga qui fait du bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est donc sur une jeune fille, Camille, qui vit dans notre monde, mais elle sait qu'elle est adoptée, mais c'est tout, elle n'en sait pas plus. Ou je ne sais plus si elle sait qu'elle est adoptée. Bon bref, on apprend très rapidement qu'elle a été adoptée. Et elle se rend compte qu'elle vient d'un autre monde, et à partir de ce moment-là, on revient quasiment plus dans notre monde à nous, on reste dans le monde qui s'appelle Gwendalavir. C'est pour ça qu'on peut considérer que c'est davantage de la fantaisie que du fantastique. Et la magie dans ce monde-là tient au dessin, c'est-à-dire que les gens qui ont le pouvoir du dessin peuvent imaginer et matérialiser dans le monde physique ce qu'ils ont dessiné dans leur tête. Voilà, on est sur une saga jeunesse, middle grade, très très qualitative. La plume de Pierre Bottero est fantastique, et l'adaptation en BD est plutôt sympa. Je suis pas hyper fan des dessins, c'est pas mon genre préféré. Il y a d'autres styles que je préfère en BD, je vais vous montrer une ou deux planches. Mais je reconnais que les couleurs, la mise en couleur surtout, est très très belle. Le trait est... ça va, ça me plaît. C'est pas, comme je vous le dis, c'est pas mon préféré, mais ça me plaît. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est que quand ils ont pu, les auteurs de la BD ont repris telles quelles des phrases des romans. Regardez-moi ces couleurs. Vous voyez la différence entre le côté très chaud ici et le côté plus bleu, plus froid de cette page. Je trouve ça magnifique. Donc cela, je pense que je les lirai cet automne ou cet hiver. Ouais, c'est vraiment la saga qui fait du bien. Si vous ne connaissez pas les romans, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Et surtout, si vous cherchez une idée de lecture pour un enfant ou un ado qui aime un peu les mondes de fantasy ou qui justement n'accroche pas à la lecture, la BD, ça peut être une bonne entrée en matière. Et si c'est déjà un lecteur, et ben les romans, je vous les conseille si c'est un enfant ou un ado qui apprécie par exemple Harry Potter ou les Percy Jackson. C'est vraiment de la très très grande qualité. J'ai beaucoup de mal à trouver des défauts à La Quête et au Monde des Vilains. Il y en a sûrement, j'en suis consciente, mais j'ai beaucoup de mal à en trouver. Donc voilà, j'arrête d'en parler parce que sinon je peux en parler encore une heure, mais en tout cas, si vous connaissez pas, foncez. Et on arrive à la toute dernière partie de cette vidéo. Donc mes achats qu'on a fait en voyage. Le mois dernier, avec mon chéri, on a fait un petit road trip en Écosse. On est donc parti à Glencoe, qui est dans les Highlands, c'est la capitale des Highlands. Donc c'est le centre de l'Écosse, là où il y a beaucoup de montagnes.
C'est un peu les images qu'on a dans Harry Potter ou dans James Bond. Vous voyez ce genre de grandes vallées, un peu désertiques, un peu lunaires même parfois. C'est typiquement dans ce genre de région que passe le train, le Hogwarts Express dans Harry Potter, c'est dans les Highlands. Et ensuite on est allé à Gallor, qui est un petit village de bord de mer qui est situé sur la côte nord-ouest de l'Écosse. Donc là c'est un peu le bout du monde, ça fait partie de la route qu'on appelle la North Coast 500, qui est une route très célèbre pour les amateurs de road trip et de et de beaux paysages. Et donc j'ai fait quelques petits achats durant ce voyage. J'en ai fait déjà 2. On s'est arrêté en allant à Glencoe, on s'est arrêté à Falkirk. Falkirk, c'est une petite ville à environ 1 heure au nord-ouest d'Édimbourg. Et c'est surtout une ville qui est très connue pour les Kelpies. Les Kelpies, c'est une statue monumentale de, je crois, 40 mètres environ, qui représente donc les Kelpies. C'est un animal légendaire en Écosse. Ce sont des chevaux faits de kelp. Kelp, c'est tout simplement de l'algue. Et ce sont donc des chevaux faits d'algues qui vivent au fond des lochs. C'est aussi une légende irlandaise, il me semble. Et en fait, qui trompent les humains pour, en général les enfants ou les jolies jeunes filles, qui trompent les humains pour en fait les séduire et les ramener chez eux au fond du lac pour les manger. Ou en faire leurs esclaves, je ne sais plus. Bon bref, dans tous les cas, pas vraiment une fin souhaitable. Et donc je vous mettrai une petite photo des Kelpies pour que vous ayez une idée du lieu. Donc c'est à la fois un monument en l'honneur du folklore écossais, et c'est aussi situé à Falkirk parce que c'est une ville où passe un canal qui historiquement était très important pour l'économie et l'industrie écossaise. Donc le monument des Kelpies est important culturellement et historiquement. Et donc là-bas, il y a un musée avec une boutique, et donc j'ai acheté 2 choses. Tout d'abord celui-ci, An Illustrated Treasury of Scottish Folk and Fairy Tales de Teresa Breslin and Kate Leaper, je suis pas sûre, désolée, qui est donc, comme son nom l'indique, un recueil illustré de contes populaires et de contes de fées d'Écosse. Donc c'est vraiment un livre de contes à destination de la jeunesse. Les illustrations font un peu classique, traditionnel, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand j'étais petite, j'avais beaucoup de livres avec ce genre d'illustrations. Ça plaît ou ça plaît pas, il y en a qui vont dire que ça fait un peu vieillot. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça va bien avec l'esthétique des contes. On a vraiment beaucoup de pages illustrées. Et donc c'est un recueil, on a par exemple donc l'histoire des Kelpies, dont je viens de vous parler. On a également l'histoire des Selkies. Les Selkies, c'est un peu la même chose que les Kelpies, sauf que c'est pas des chevaux, c'est des phoques. Et c'est des créatures qui sont passées pour des phoques et qui sont capables de venir marcher sur Terre, qui en général essayent de se trouver un mari ou une femme, et au bout d'un moment, ils font comprendre à leur époux ou épouse qu'ils sont malheureux sur Terre, et donc ils les ramènent chez eux sous l'eau pour en faire leurs serviteurs à vie. Donc vous l'aurez compris, ces 2 légendes des Kelpies et Selkies, le but c'était de faire comprendre aux enfants qu'il ne faut pas jouer trop près de l'eau. Voilà, tout simplement. Et donc on a toutes ces légendes dans ce recueil. Moi j'ai aussi dans la même série celui-là, qui est juste ici, le vert, qui est donc le recueil qui concerne Scottish Mythical Creatures, qui est vraiment l'histoire des créatures, tandis que là on a et des créatures et des contes populaires qui concernent pas nécessairement des créatures mythologiques. Mais voilà, j'aime beaucoup cette série, et je pense pas que ça ait été traduit, mais en tout cas c'est très accessible dans le sens où il y a en général assez peu de texte. C'est écrit gros et espacé, et c'est fait pour être lu à des enfants. Donc il faut vraiment voir ça comme un recueil de contes, c'est assez accessible. Le niveau d'anglais, ça va. Par opposition à celui-là, qui s'intitule donc The Lore of Scotland, a Guide to Scottish Legends de Westwood and Kings Hill, qui est édité par Penguin. Là, on est vraiment sur de la bricasse. Il fait 500 pages, mais surtout écrit tout petit, avec à chaque fois plusieurs colonnes sur la page. Vous voyez le genre de livre. Et là, on n'est pas du tout sur un livre de contes à proprement parler, c'est plutôt un répertoire du folklore écossais, par endroit, il me semble. Oui, c'est ça. À chaque fois, par exemple, vous avez
déjà c'est découpé par village et par région. Donc par exemple on a ce qui concerne Falkland à Fife, etc., etc. Et ensuite, ce qui va vous expliquer, ce livre va vous expliquer, c'est l'essentiel de la légende, mais surtout d'où elle vient géographiquement et historiquement. Voilà, donc c'est pas du tout de la lecture. Enfin, pour certains, j'imagine que c'est de la lecture plaisir, mais en tout cas, pour moi, c'est pas une lecture de table de chevet. C'est plutôt un livre que je vais lire comme ça de temps en temps. Typiquement, si on va à un endroit, bah tiens, je me dis, je vais peut-être regarder dans le livre, voir ce que le livre a à dire sur les légendes locales, etc. Il y a quelques illustrations, mais on est vraiment sur, par exemple, des gravures historiques. On a aussi des photos, mais ce sont des vieilles photos. Je vais pas la retrouver, mais par exemple, on a une photo du château de Kilchurn. Ah si, on a des photos en couleur. On a des encarts photos couleur pour vous montrer certains endroits qui sont mentionnés. Par exemple, on a les pierres taillées en haut qui viennent de Macrimor. Et ça a l'air d'être un livre très, très riche en contenu, donc vraiment pas le genre de lecture que moi je peux me faire comme ça d'un coup. Ça sera plus à l'occasion, voilà, quand j'ai envie de me renseigner, ce genre de choses. Et on termine. Décidément, je suis incapable de faire des vidéos de moins d'une demi-heure. On termine avec The Gloaming de Kirsty Logan. Ce livre, je l'ai acheté dans la librairie à Garlor. Donc je vous parlais tout à l'heure de Garlor, qui est ce petit village de bord de mer au nord-ouest de l'Écosse. Et c'est marrant parce que ce village est vraiment perdu, c'est-à-dire que vous roulez pendant 1 heure avant d'y arriver sans croiser âme qui vive. C'est des toutes petites routes, c'est la route typique écossaise où tous les 200 mètres vous avez ce qu'on appelle une passing place, donc littéralement un endroit pour passer. C'est-à-dire que ce sont des endroits où la route est trop étroite pour se croiser, et donc il y a des accotements à peu près tous les 200 mètres pour que si vous deviez croiser quelqu'un, ou il y a une voiture qui puisse se mettre sur l'accotement, laissez passer l'autre. C'est pour vous dire le genre d'endroit que c'est, Garlor. Et pourtant, il y a une librairie là-bas, c'est la librairie qui s'appelle, il me semble, Hillbillies. J'y vais à chaque fois qu'on va à Garlor, je fais les grands yeux à mon chéri pour qu'on s'arrête. Il y a aussi un café, c'est une librairie au style un peu, j'aime pas ce mot mais j'en ai pas de mieux là pour le coup, un peu baba cool, un peu hippie en tout cas, et qui est spécialisée en premier lieu dans les livres de montagne, oui, à Garlor, au nord-ouest de l'Écosse, spécialisée dans les livres de montagne. Et ensuite, les livres de tourisme et de nature writing, et enfin, les livres écossais. Et donc là, on est sur la 3e catégorie, parce que Kirsty Logan, c'est une autrice écossaise, et là, on est sur donc une réécriture du mythe de la sirène, mais du point de vue de la mythologie écossaise. Je n'en sais pas plus, je veux pas en savoir plus. C'est un très beau livre. Je sais pas si vous voyez, mais il brille. Il est en relief, mais malgré que ça soit un simple paperback, il y a quand même un très beau travail d'édition. Je veux pas en savoir plus à part que ça va être donc une réécriture de Mythe de la Sirène qui à mon avis serait très loin de la petite sirène de Disney en tout cas, plus proche éventuellement de celle d'Andersen, j'imagine en tout cas, je ne sais pas, peut-être que je m'avance. Mais voilà, j'ai très très hâte. Lui, peut-être qu'il trouvera sa place dans ma pile à lire de l'été, s'il me reste du temps cet été pour lire, parce que typiquement une histoire de mer et de sirène, bah ça passe bien l'été. Donc voilà, et sinon bah, il attendra l'année prochaine. Voilà, bah écoutez, c'en est tout pour ce book haul. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres, si vous connaissez les auteurs, ou s'il y en a qui vous intéressent, voilà. Surtout, ce que je voudrais savoir, c'est dans les livres de fantasy que je vous ai présentés, les Brandon Sanderson, le Patrick Rothfuss et le Robin Hobb, s'il y en a un que je devrais lire absolument en priorité, que, à votre avis, je ne dois pas attendre 6 mois ou 1 an pour les lire, dites-les moi si vraiment vous les trouvez indispensables, entre guillemets. Et puis bah moi écoutez, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo et à vous abonner si vous le souhaitez. Et donc je vous dis à bientôt. Ciao!